Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte TJ Holiday. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte que tu nous fais écouter? Moi, là, je suis là pour dire au monde quoi écouter, mais surtout, ne pas quoi écouter. Ouais, c'est plus ça, je pense, dans ton affaire que tu fais. J'ai quand même une bonne séquence de shows qu'il ne faut pas écouter. Hein? Ouais, disons que le trois quarts des shows qu'on ne peut pas écouter, c'est toi qui as choisi. Là. En même temps, à ma défense, tu m'as envoyé une liste il y a 2 ans. Moi, je pick and choose dans la liste. Ben ouais, mais c'était genre au top de la liste, il y a genre 50 000 affaires après, t'aurais pu continuer à chercher. Non, mais c'est parce que j'aimais beaucoup Ouais. Rey Mysterio, Giant Killer. J'aimais beaucoup Kevin Nash à l'époque aussi. Fait que je me suis dit que ce segment-là, j'avais beaucoup aimé. Après ça, ce qu'il y avait dans le show, moi, j'avais aucune idée, mais je l'ai su bien assez vite. Ouais. Rien pour écrire à sa mère. Ouais, tu vois, moi, c'est pas Toi, mon genre de toute façon. Toi, je le sais, t'es obligé de continuer là-dessus, je le savais. Mais on vous découragera pas parce que c'est important que vous regardez le podcast, c'est important qu'on vous instruise, c'est important qu'on vous dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Puis en même temps, c'est pas tout du mauvais. Des fois, des vrais fans de lutte comme nous, des fans de lutte qui aiment les trucs plus nichés, aiment ça décortiquer puis avoir un plaisir. Des fois, il y a des gens qui ont des plaisirs fous à regarder des affaires moins bons. Fait que ça, c'en est un. Ouais, en effet. Ouais, fait que c'est ça. Aujourd'hui dans l'histoire, David contre Goliath, WCW Nitro, le 22 février 1999. La soirée où Kevin Nash et Rey Mysterio se sont affrontés, mais c'était pas la première fois qu'ils s'affrontaient, parce que, évidemment, on va vous en parler un peu plus tard, il y avait un autre affrontement que Big Sexy avait remporté. Il avait remporté un affrontement avec beaucoup d'importance. Donc, c'est un peu le rubber match, son. Ouais, le Rubber Lang match. Oh, Robert Lang. Il était bon dans notre première saison, tu t'en souviens quand c'est toi qui avais Washington? C'était moi, hein? C'était moi. Je sais pas, on a fait. Tu sais, dans le temps que Robert Lang avait fait 45 buts, mettons, là, 110 points. Oh ouais. C'est ça. Avec les cahiers qu'on écrivait toutes les stats à la main. Là. On a tellement fait de faire la même quand on était jeune, ça n'a pas de sens. J'ai joué à NHL, je sais que ça n'a pas rapport avec le podcast, mais j'ai joué à NHL cette semaine à temps perdu, puis est-ce que j'avais pas de fun? Non, c'est pas le fun, ça. Non, fait que... Même quand tu penses que t'as du fun, t'en as pas vraiment. Non, j'aime mieux jouer à NHL, mettons, je joue contre toi ou contre quelqu'un d'autre pour le fun. Quasiment même contre en ligne, j'ai plus de fun que jouer tout seul à cette heure. Ouais, mais le computer, c'est soit que c'est super facile ou bien genre c'est impossible de les battre quasiment. Ouais, mais cette version-là, je l'aime pas. Fait que, peu importe. Ouais, mais toi, les affaires que t'aimes, on peut les compter sur le doigt d'une main. Il y en a pas mal moins que d'affaires que t'aimes pas. Exact. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va commencer ça avec le segment qu'on fait tout le temps d'habitude avant les rétro-reviews, les aujourd'hui dans l'histoire. Ah, mais là, attends, par exemple. Il faut dire au monde d'aller écouter l'excellente biographie de Double J, Jeff Jarrett, de dimanche dernier. Beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. Habituellement, on sort des trucs, oui, le monde va liker. On a quand même possiblement pas mal de views, mais le monde va liker, mais ils sont timides. Jeff Jarrett, autant sur Instagram que sur Facebook, les gens étaient contents d'avoir une biographie de Jeff Jarrett, je pense. Ah oui, c'est sûr, c'est un des meilleurs of all time. Exact. Puis, évidemment, cette semaine, ben, le podcast, vous l'écoutez, si vous l'écoutez en direct / la même journée, ça va être le jeudi, ce qui remplace à travers la table. Petite pause à travers la table, conflit d'horaire cette semaine. Mais on vous revient en force jeudi prochain avec notre collaboratrice Mary Rose et un invité que vous ne voulez pas manquer. Je vous en passe un papier. J'ai pas de papier à côté de moi. Mais... Ah ben là, tu dis ça, on parle de papier, mais t'en as pas. Dimanche, évidemment, pour le 300e épisode, avant qu'on commence ce podcast-là, ça va être le podcast, l'entrevue avec les Nasty Boys lors de leur passage avec la LWA, Live Wrestling Auction, au restaurant de Melrose à Montréal. L'entrevue menée de main de maître par TG et les questions du public et le Rose et Nasty Boy envers le public, envers certaines personnes en particulier que j'ai trouvé très drôle. Et en première partie, c'est l'entrevue avec Bertrand Hébert, qui est un historien de lutte, un auteur de lutte au Québec, un ancien booker de lutte au Québec.
que moi et TJ, on a fait l'entrevue. Et le podcast va être en anglais, évidemment, pour les Nasty Boys et aussi pour Bertrand Hébert, sauf quelques traductions par une groupie de TJ qui était présente sur place. Vous allez pouvoir le voir en chair et en os. C'était même pas ta groupie que tu es reparti avec après le show. Hein? Mais non, calme tes nerfs, mais non. Je vous le dis, vous allez la reconnaître. Il est reparti avec le maudit chanceux. Ouais, bien sûr. Il m'a laissé tout seul, que j'étais malade comme un chien, mais il m'a laissé tout seul. Ben oui, faisons pitié encore. Mais, sinon, voici. C'est quoi le segment déjà? Comment ça s'appelle? Dans la vraie vie! Ok, parfait. Ou ce que tu devines, aussi si vous le devinez en même temps que nous autres, c'est le fun. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le culture populaire autour du gala qu'on va review aujourd'hui, qui est en l'occurrence un show télévisé cette semaine, non un pay-per-view. Ça reste le même principe. Ouais. Donc, on commence ça avec la catégorie numéro 1 qu'on fait dans ce segment-là. Sur numéro 1 en Amérique du Nord. En 1999, je vais y aller avec... Le 22 février, pour être plus précis. Ouais, c'est vrai, parce que ça, c'est tellement une affaire de cave. Là, ça reste juste l'année. Sinon, on va passer vite après 20 années, hein, une chanson, puis après ça, on a fini. Après pour, hein? Ça n'a pas rapport à ce que tu dis. Ben oui, ça rapporte. Tout ce qui est pour 99 au complet avec Chris Camtoué. Moi, je pense qu'en 99, c'est une fille, hein? À vous? Ouais. T'as deux choix. C'est soit Britney Spears ou Christina Aguilera. Fait que je vais y aller avec... je vais y aller avec Britney Spears, puis je vais y aller avec Hit Me Baby One More Time. Non, c'est une demoiselle Monica avec la chanson Angel of Mine. What? Ouais. C'est poche ce quiz-là. Je l'aime de moins en moins ton quiz. Ben, c'est suck. Monte à moi, c'est suck. Fuck you. Ouais, c'est ça. Bon. Chanson numéro 1 au Québec. C'est un groupe masculin. Et avant que tu ouvres le clapet et tu dises Marjo, ben. Mais non, 99, si c'est pas Marjo, c'est pas Cave non plus. Tu sais jamais, toi, des fois. C'est un groupe masculin à vous. Non, c'est une demoiselle seule. Ah! Ou une demoiselle soul. C'est l'indice que tu m'as donné, là, hein? Non. Non? Non. Ben, on m'a dit Gabriel des Trois-Maisons, etc. Non, c'est pas ça? Malheureusement, non. C'est Le Soul de Isabelle Boulay. Isabelle Boulay a toujours l'air de vouloir s'ouvrir les veines, mais c'est une madame que j'emmènerais au restaurant et peut-être plus loin encore dans la soirée. Très jolie, Isabelle Boulay. Tranche de vie. Film numéro 1 au box-office. Ça, c'est un film de science-fiction? Action? Film d'action. La Matrice? Et non, c'est Payback avec Mel Gibson. OK. Jeu vidéo sorti alentour. Février. Je vais dire Crash Bandicoot 64. Jamais été au 64, Crash Bandicoot. Mais oui, ça j'ai été au 64. Pas mal sûr que oui, non? Mais non, c'est un PlayStation exclusive. Ah ça, oui, t'as raison. C'est PlayStation 2. Non, c'est sur le PS1. Need for Speed High Stakes. Ah, je l'avais en plus, merde. Je sais si tu l'avais. Ouais. Dans le monde du sport, c'est au hockey. Et c'est les Maple Leafs de Toronto qui jouent leur premier match à la maison au Air Canada Center. Ils ont gagné contre le Canadien 3 dans l'overtime. Un but de qui? Wendell Clark? 99. Si, Wendell Clark jouait pas. Ah, Darcy Tucker. T'es pas loin. Et non, c'était Steve Thomas. Ah, celui qui ressemblait à Ultimate Warrior. Ouais. 92 avec les cheveux coupés, là, ouais, c'était lui. Attends, si je vais le retrouver. Ok, vas-y, continue. Fait que, ouais, ils ont battu les Canadiens 3-2 pour la première partie au Air Canada Center qui joue encore en ce moment. Ben, pas en ce moment parce qu'ils sont éliminés, là, mais. Ben, ouais. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. À ce temps-ci de l'année que Maple Leaf, pas mal toujours éliminé. Ben, à partir du début du mois de mai, là, c'est fini. Ben, tu sais, c'est pas grave, hein. Ils ont toujours des très bonnes saisons, fait que c'est ça l'important. Ouais, ben oui, il m'a marqué 69 buts, puis en faire 2 dans les playoffs, c'est important. Il était blessé, c'est pas de sa faute. Là. Ben oui, pauvre petit peu. Ça reste un de tes chouchous, ça, Austin Matthews, c'est vrai. Puis pour ceux qui écoutent sur YouTube, voici le Ultimate Warrior Sosie. C'est Steve Thomas. Il ressemble à Chris pour vrai. Ouais, là. il ressemble un peu, là. Faudrait que tu trouves un moyen de mettre le make-up dessus, ouais. Mais
pour vrai, Je sais pas si je peux faire ça. Je peux peut-être le faire tantôt. pour vrai, je soque en esti dans Photoshop. Puis je devrais être bon pourtant. Mais ouais, je suis un gars qui soque là-dedans. Alors, Ah ouais, mais regarde, c'est correct. Ouais. Et sur le WCW Magazine du mois de février 1999, on a qui d'autre que la légende Hulk Hogan qui prend sa retraite et s'en va pour Hollywood, qui livre Hollywood pour Washington. You're right. Yes. Alors voilà, c'est ce qu'il y avait aujourd'hui dans l'histoire. Dans la vraie vie, cette semaine. Merci d'avoir participé. Hey, puis avant qu'on passe vraiment au vrai podcast, puis habituellement c'est à travers la table, puis on parle un peu de lutte québécoise. Évidemment, allez voir nos réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir la lutte, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine du côté de la lutte québécoise. Sur Instagram, principalement, c'est là qu'on partage pour la lutte québécoise. Facebook est plus pour la lutte actuelle ou le rétro habituellement. Peut-être quelques fois la lutte québécoise, ça dépend, là, mais en général. Mais je m'en voudrais de ne pas annoncer la grosse nouvelle qui a été annoncée par la WCA et la GPW, mon cher TJ, si tu veux bien faire suite à cette nouvelle-là qui est immense. Là, puis immense pour le monde de la lutte, immense pour le monde des collectionneurs, mais immense pour nous aussi parce qu'on va être présents. Oui, ils ont réussi à faire un deal avec Tommy Fierro, un gars de New Jersey qui a son propre magasin de style. On l'a fait d'autres. Puis si vous vous souvenez, on a pris une photo avec lui, une photo de son magasin quand on était à WrestleMania. C'était lui, ça? Ben oui, c'est lui, Tommy Fierro, c'est lui. T'es-tu sérieux? Ouais, ouais. Je savais même pas. Voyons donc, ouais, c'est lui qu'on avait été dans le. C'est encore plus hot. Ben oui, je le sais. Il va nous connaître, on va lui montrer la photo. C'est vous autres, ça? Ben oui. Ben oui. Fait que, il a fait un deal pour ramener le 80s Wrestling Con à Gatineau l'année prochaine, en 2025, le 14 juin. Fait que ça, c'est une convention comme les WrestleCon, comme les Comic-Con que vous allez à Montréal, tout ça. Pour vrai, là, c'est immense. Puis il va y avoir plus d'une quinzaine de personnes du monde de la lutte des années 80 qui vont être là. Donc, on va pas dire de nom parce qu'on ne sait pas encore c'est qui, là, mais on se dit à peu près les lutteurs qu'il va avoir là, dans nos puis Marco ensemble. On se dit à peu près qui va être là en général. Ben, moi, c'est drôle parce que quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, lutteurs des années 80, il n'en reste pas énormément qui sont encore en shape et qui font des conventions, non? Oui, mais dans le sens que, tu sais, ils peuvent. Ça peut être du monde qui ont lutté à 90 aussi, là, genre les deux, là, ça peut pas nécessairement. Ah ouais? Ah ouais, pour vrai? Ah, mais il y a du monde des années 80 qui ont lutté à 90, ça part après, là. Ok, je pensais que c'était exclusivement ceux qui ont lutté dans les années 80. Ben non, il n'y a pas un call-off date, mettons, si le lutteur a lutté jusqu'à 99. C'est des gars qui ont commencé leur carrière en 80, mais qui ont peut-être lutté par après. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme genre, j'ai vu des Malenko là-dedans, puis j'ai vu un Anderson, ils ont commencé à lutter pendant longtemps. Les autres, là, en 94, ils luttaient encore avec un Anderson. Puis, tu sais, évidemment, il va peut-être avoir Demolition. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils vont être là encore une fois. Ça serait logique. Ça serait logique. Je pense que moi, un gars que j'aimerais bien qu'il soit là, ça serait Jake Roberts, honnêtement. Je pense que ça serait vraiment le fun qu'il vienne. Surtout que ces gars-là viennent pas. Oui, ils viennent pas énormément du côté du Québec puis du Canada. Fait c'est encore plus prestigieux. Puis évidemment, ça va avoir le lien aussi parce que le Centre Slush Poppy, l'année prochaine, il va y avoir Guerre civile encore une fois à cette place-là. Puis ça va être, je pense, en collaboration avec ça. Donc, oui, c'est la même journée. C'est la journée même au Centre Slush Poppy, les deux. Fait que ça va être un événement à ne pas manquer. Puis évidemment, dans les prochains mois, on va vous parler plus de détails quand on va en avoir. Mais non, ça va être vraiment le fun. Fait que 14 juin 2025, pardon. East Wrestling Con à Gatineau. Ouais. Puis on a-tu le droit de le dire, nous autres, qu'on a re-signé? Ou... Ben, c'est pas officiel encore, là. OK, c'est pas officiel. Non, le contrat n'est pas signé encore, mais c'est une question de temps. Ouais, question de chiffres, là, la longueur et les chiffres, des fois. Là. Notre avocat nous attend pour notre réponse définitive, puis après ça, on va pouvoir signer le contrat. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que voilà, après les bonnes nouvelles, on commence avec des moins bonnes nouvelles, avec le jeu dans l'histoire, David contre Goliath. Twitch Tortier. Le Nitro du 22 avril 1999 nous provient en direct du Arco Arena de Sacramento en Californie, qui est maintenant appelé le Sleep Train Arena. Et c'est le Nitro numéro 180 ce soir. Puis cette édition-là va avoir une cote de 4.8 comparativement à 5.5 pour Raw. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? 4.8, c'était pas un show de même, c'était écœurant. Ouais, mais Nitro avait des bonnes cotes quand même à l'époque aussi. Ouais. Il y avait quand même des grosses stars sur le show. Ouais. Mais, les mauvaises nouvelles dans ça, c'est que pour la WCW,
C'est le plus gros rating qu'ils vont avoir jusqu'à la fin des Monday Night Wars. Fait que c'est le plus gros rating qu'ils vont avoir jusqu'à la fin. Là. Ben voyons donc, il y avait des meilleurs shows que ça après, là, me semble. Ouais, mais là, les meilleurs shows, tu peux pas savoir au début qu'est-ce qui va être dessus, là, des fois. Là. Tu perds ton monde avec la crap que tu leur donnes avant. Fait que 4.8, c'est la plus grosse note. Après, ça va descendre en bas jusqu'à la fin. Il n'y a pas un show qui va monter plus que 4.8. C'est quoi le rating le plus bas, tu sais-tu? Non, on ne sait pas. Aucune idée. Ça devait être dans les 2 points. Ouais, 2 points. Ouais, mais là-dedans, il y a beaucoup de night shows qui ont été une autre soirée que le lundi soir aussi. Ça fait que c'est plus dur de compter ça aussi, mais c'est sûr qu'il y en a plein. Là, fait que voilà. Fait que c'est malheureusement pour la WWE, c'est ça. La meilleure cote pour un méchant marron. Pour Forever. Forever, ouais. Puis ils reviennent justement la veille d'un pay-per-view avec Super Bowl 9. Et voici les résultats du gala en rafale. Booker T a battu Disco Inferno. Chris Jericho a battu Perry Saturn par contre à l'extérieur. Billy Kimmel est champion Cruiserweight en battant Chavo Guerrero Jr. Les Four Horsemen, Chris Benoit et Dean Malenko ont battu Kurt Hennig et Barry Windham. Et tout de suite après, dans un rematch pour les titres par équipe, Kurt et Barry ont gardé les championnats tout de suite après. Les Outsiders ont battu Rey Mysterio et Conan. Et grâce à cette victoire-là, Rey Mysterio a enlevé son masque, étant donné que c'était un combat de masque contre cheveux. Le masque de Rey Mysterio contre les cheveux de Miss Elizabeth. Ouais, c'est ça, à préciser, dont les cheveux de Kevin Nash, parce qu'il n'était pas capable de mettre un vrai enjeu dans le match. Ouais. Scott Steiner bat DDP pour garder le titre de la ceinture de la télévision. Ensuite, on a Scott Hall qui bat Roddy Piper pour le titre US. Goldberg a battu Bam Bam Bigelow. Et dans le main event de la soirée, Hollywood Hogan a conservé son titre de champion en battant Ric Flair avec l'aide de David Flair qui a électrocuté son propre père. C'est cœur, ça. Ouais. Et on commence avec des diapositives du match entre Hogan et Flair, comme je viens de le mentionner. Et David électrocute Rick pour avoir Samantha, qui est la nouvelle venue, évidemment, qui va s'appeler plus tard Tori Wilson, et joindre la Wolfpack. Et les commentaires de la soirée sont, pour débuter le show d'aujourd'hui, c'est Tony Schiavone, la légende vivante Larry Zbyszko et le professeur Mike Tenay. Ouais, Mike Tenay qui est décédé il y a quelques années, 2 ans peut-être. C'est pas mort, Mike Tenay. C'est pas Mike Tenay qui est mort? Non, c'est Don West qui est mort. Ah, Don West, c'est si bon. Je m'excuse. Ouais. Bon, ben, je m'excuse, Mike Tenay, peut-être que c'est ton jour approche. Franchement. Ils parlent un peu du résultat de Super Brawl et expriment leur déception sur David Flair par retourner son dos à son père et sa famille pour Tori Wilson. Moi, en même temps, je l'aurais fait la même affaire moi avec. Là. Mais moi, Jean-Louis m'en faire pareil. Là. Ça me dérange pas. Ouais, mais moi, je l'aurais pas fait. Elle m'aurait donné la grippe, la tabarnak. Ouais, mais elle a sûrement donné d'autres choses aussi que la grippe. Ouais, la chlamydia. Franchement, elle est en très bonne forme encore aujourd'hui, Tori Wilson. Fait qu'arrête de niaiser. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne forme physique, la chlamydia. Là. Let it go, OK? T'étais malade une fois dans 50 000 fois. T'es malade à Twistman à cette heure et tu chiales pas. Voilà. Ouais, mais c'est pas la faute à personne. Ah, OK, bon, ouais. Et Chevalier nous avons ensuite à Berkeley, en Californie, pour un Nitro Party animé par un certain Ricky Rachtman. Oui? Ça me fait penser à notre premier Super Philadelphie, ça. Ouais, c'est ça. Il nous envoie, il nous dit qu'il va être avec nous les 5 prochaines semaines où ça va se terminer avec un épisode de Nitro pendant le Spring Break. Évidemment, c'est au Club La Villa. Tu sais, le fameux show de Nitro qui est la piscine à l'entour du ring, là. Yes. Ça, on va falloir en faire un moment donné, celle-là. Ouais, je veux faire celui de Ric Flair contre Mysterio. C'est ça, hein? C'est genre 2 semaines après celle-là ou la semaine d'après, je pense. OK. Non, pas vrai. C'était 5 semaines, ça finit dans 5 semaines, je sais pas, bon, pas dans la semaine prochaine. Bref, il y a des Nitro Girls là-bas, en l'occurrence Spice, Fire et Whisper, qui va être bien sûr la future femme de Shawn Michaels. Et on montre la photo. C'est celle qui est la plus grande de la gang qui est sur le bout. Puis, je comprends pourquoi. Il y a du goût. La brune ou la blonde? La brune. La plus grande, là? La plus grande, oui, je viens de dire la plus grande. Ah oui, je me souviens d'elle. Ben oui, oh, tabarnak, oui, c'est vrai. C'est qu'elle a mangé le coup de poing dans la face de Chris Jericho, là. Qu'est-ce que belle femme, hein? Ça, c'est en 99, imagine. Là. Ouais. Elle est devenue... C'était en quelle année qu'elle est devenue sa femme? 2001, 2000, peut-être, 2001. OK, Shawn est encore quand même un sexy boy. Ben, quoi qu'il avait les cheveux courts à ce temps-là, non? Ah non, c'est avant qu'il revienne, ça. En 2002, qu'il avait les cheveux courts avec Triple H, il avait sa coupe ici, là. Ouais, mais après aux épaules, là. Ouais. C'est fou, pareil, que ce soit le Heartbreak Kid, le sexy boy, puis qu'il ait pogné cette fille-là quand il a rencontré Jésus. C'est fou, pareil, ça marche pas. Ouais, mais c'est elle qui l'a fait rencontrer Jésus. C'est à cause d'elle?
C'est à cause d'elle qui était sur le bon chemin, Shawn Michaels. C'est elle qui l'a aidé pas mal. Là. Ben, en tout cas, moi, si ça veut me montrer Jésus, c'est sûr que je vais y croire si elle me le montre. Un moment donné, c'est un gars, il se promène puis il dit « Il est là! Il est là! » Colin! Hey, juste la première partie du show, elle va être meilleure que tout le show complet. Notre intro est meilleure que le show complet. Calme-toi, là. C'est chiant pour Bret Hart et Booker T. Bref, un autre segment est montré des Nitro Girls qui visitent l'université d'où provient le party de plus tôt. Cette fois-ci, c'est Spice, mais avec Shea et Storm, qui va être plus tard connu sous le nom de Paisley. Et ensuite de ça, Charmel, qui va épouser King Booker. Ouais. Ils font plusieurs activités avec, entre autres, de l'escalade et un segment indispensable pour Nitro pour commencer. Mais après ça, oui. Nitro revient avec l'intro iconique où on voit une rue inhabitée avec des vidéos de lutteurs sur le building pendant que la rue pogne en feu sur le logo du show. Ça, c'était hot, la pointe-dessus. Ouais, c'était une des plus hautes entrées ever. C'est hot parce que dans la vidéo que je parle, tu sais, genre, ils se promènent dans les rues, puis les billboards, c'est des séquences de lutte, puis ils font Wouah! Il y a plein de bruit d'affaires dans le. Ouais, mais c'est une des. Avec la chanson. Ouais, c'est une bonne. C'est bon. C'est le meilleur bout du show à date. Oui, effectivement. Et encore des Nitro Girls dans le ring pour une chorégraphie avec Storm, Shea, Tigress et AC Jazz. Et des pétards s'en suivent. Des pétards avec des pétards. Et on nous montre ensuite des images d'hier entre Goldberg et Bam Bam Bigelow. Et à 8 minutes du début du show, on a enfin de l'action dans le ring avec tout un combat. Match numéro 1. Jerry Flynn contre Mike Enos. On peut savoir les Nitro Girls, s'il vous plaît? Un peu, et voilà. Merci. Là, je parlais pas pour toi nécessairement, mais plus pour le show en tant que tel. J'en reviens pas la femme de Sean. Oui, hein, c'est quelque chose. C'est quoi son nom? Rebecca. Rebecca Quinn? Ah non, ça c'est Becky Lynch. Ouais, Becky Lynch. Rebecca, je sais pas. Ok, parfait. Et Nitro Girls. Et Mike Enos et l'ancien Beverly Brother Blake, que j'aime bien. Et Jerry Flynn est un mix entre Vince Russo et Steve Blackman, mais avec une coupe longueuil. Fait que voilà un peu le genre. Là. Ou bien un de 4 Miller blanc, mais pas de charisme. J'aurais peut-être pas dit ça de même, mais je suis d'accord. Ben, c'est vrai. Là. Il est blanc, il est pas noir. Jerry Flynn, il n'a pas de charisme, c'est ça. Même chose. C'est vrai. Enos pousse Flynn dans le coin pour commencer, mais il se fait kicker le visage et il se fait écraser au sol après. Encore plus de coups de pied de la part de Jerry Flynn par la suite. Et Enos traverse la vapeur en lançant Flynn en bas du ring et lui fait une corde à linge de l'apron jusqu'en bas, suivi d'un body slam sur le terrazzo. Pas vrai, c'est un gros match. Et dans le ring, Enos fait un power slam à Jerry Flynn. Et pas longtemps après ça, Enos l'a encore son opposant, mais Flynn renverse ça et lui fait un cross arm breaker et Enos tap out pour donner la victoire à Jerry Flynn. C'était la seule photo que tu avais de ce match-là? J'ai pas mis le armbar, j'ai peut-être oublié, ça se peut. Pas grave, pas grave. Alors voilà, un match de house show à la télé, rien de plus à rajouter. Là. Ben, c'était... Écoute, je me suis dit, en écoutant ce match-là, je me suis dit, mon 2h15 risque d'être crissement long. Ouais, hein? Quand c'est un match qui sort en partant, là. Fait que, c'est ça. J'étais pas content. Ah, il était juste pas à bonne place. Ça, tu l'avais-tu mis, ça aussi? Ben oui, voilà. C'est un back-to-back-to-back, ben oui. Ben oui, mais je sais pas, moi. Mais c'est en ordre, là. Ouais, mais moi, je trouvais que c'était pas bien en ordre. Là, T'as pas dit ça dans le match. Je peux pas le deviner, moi. Tu l'as pas dit, ça. Ben, mais c'est pas grave, c'est des images pour compléter. Là. Tu dis vraiment que je dis qu'il y a un choke avec son pied dans le match? Moi, je trouve que ça manque de détails. Je peux pas. La dernière fois que je faisais des détails, je me suis allé après parce que c'était trop long. Fait que... Ouais, déjà là, en partant, je trouve que c'est déjà trop long. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Si t'arrêterais de me contredire et laisser le flow continuer, ça arriverait pas. Bref, Jerry Flynn va partir en rivalité avec Ernest de 4 Miller, justement, encore une fois. Après que Miller, son gérant, coupe le mulet de Jerry Flynn et Mike Enos doit prendre sa retraite l'année suivante. Là, c'est ton cul, tu vas pas mettre la photo, là. David Flair et Tori sont assis sur le divan et Tori dit à David de dire sa façon de penser à son père tantôt. Et David est d'accord avec elle et dit que c'est son temps à lui de shiner. Si, bon. Il était écœurant, David Flair. Je l'adorais, moi. Il est où aujourd'hui? Si, bon, je sais pas.
Quoique, pourrait être pire, ça pourrait être Charlotte. Interview time avec Michino Colon et Booker T. Booker T dit que son retour hier, qu'on discours infernaux, la foule était endiablée avec lui et il en est éternellement reconnaissant. Et en 99, on met la machine dans le tapis en feu et ça va être comme sur l'os du cou, comme j'ai toujours dit. Et Mean Gene, lui, que c'était hier, mais ce soir, il va affronter Bret le Hitman Hart pour devenir aspirant numéro 1 au titre États-Unis que Scott Hall détient. Et Booker dit qu'il sait que Bret Hart l'aime vraiment pas, mais que c'est pas grave. Il va aller toute la nuit. Il va falloir qu'il aille toute la nuit s'il espère gagner le match. En même temps, il doit être correct. Booker T est exotique. Okay. Je n'arrêterai pas tant que je ne serai pas le monde contender. Est-ce que tu peux creuser ça? Soccer? Alors voilà, tantôt, on va avoir Booker T comme Bret Hart dans un combat pour l'aspirant numéro 1 au titre US. De retour au Nitro Party pour pratiquement le même segment que tantôt. Vraiment le fun. Et après ça, on a un segment qui va être récurrent tout le long de la soirée au grand complet. Reviens-en, là. Là, tu me dis Nitro Party, moi je remets ça, non? OK. Ah, OK, ouais. Okay. Fou. Après ça, backstage pour un segment récurrent au cours de la soirée. Vincent avec Scott Norton. Yes! Qui est écœurant. Check là avec sa calotte Kangol et ses lunettes. Il est écœurant. Scott Norton aurait dû lutter à ICW. Il fait tellement ICW, Scott Norton. Il est écœurant, Scott Norton. Arrête de le C'est ça que je dis. Il y avait plein de monde écœurant à ICW. Là. Ouais, mais on sait pas si c'est un compliment avec toi des fois, ça. Ben, c'est un compliment pour les looks, c'est un décompliment pour dans le ring. Il est bon, Scott Norton. Là. C'est un bon big guy. Là. Ouais, ben, tu sais, les Good Brothers étaient bons au Japon aussi. Hein. On a vu que ça Non, il est bien meilleur que Lou Gallows et Carl Anderson. Là. Que Carl Anderson, je penserais pas. Là. Ouais, in the ring peut-être, mais je me prends en crise de Carl Anderson. Hey, je peux-tu prendre un appel pendant que tu continues? Oui. Vas-y, continue. OK. Ça fait qu'il était avec Vincent qui dit que Hollywood l'a mis en charge de la NWO blanche et noire. Puis Norton, il a la misère à le croire un peu. Et là, il regarde, c'est toi le man, c'est toi l'homme, Master. Ben oui, c'est Hollywood qui m'a rendu l'homme. Il a dit que je t'ai procuré la NWO. J'aurais besoin de ton aide. Puis il dit, finalement, Norton finit par y serrer la main. Puis il dit, OK, pas de problème, on va faire ça ensemble. C'est pas la dernière fois que quelqu'un va dire ça ce soir à M. Flash Norton. Ensuite, un vidéo package sur Big Papa Pump qui tente de se forcer sur Kimberly Page, qui est bien sûr la femme à DDP. Il a même garoché dans un banc de voiture, un stunt que Kimberly a pris elle-même en passant. Félicitations. Et Stunner en Chicken Shit Hill a engagé un avocat pour poursuivre Page. Et il a challengé DDP pour un match où s'il gagnait, il avait Kimberly pendant les 30 prochains jours. Mais ça n'a jamais été signé dans le contrat. Puis même si Stunner a gagné le match à Super Bowl, la stipulation n'est pas arrivée. Même Tony Chevalier dit que c'était pas une vraie stipulation dans le combat. Fait que voilà, Big Papa Pump qui écœure beaucoup DDP et sa femme Kimberly. Match numéro 2. Van Hammer affronte Bam Bam Bigelow. Si, ouais. L'action, en parenthèse, prend du temps à commencer avec Bigelow se regroupe en bas du ring à quelques reprises. Et Bigelow est en jamais en calice mode avec 4 chinlocks dans le combat de 8 minutes. Correct, ça. En même temps, c'est pas nécessairement parce qu'il est lazy, c'est peut-être parce qu'il lutte contre Van Hammer puis l'autre, il n'y a rien à faire. Là. Il était cœur, hein, Van Hammer. Et dans le jeu au 64 pour PlayStation, il était cœur. Hein. Ouais, dans le jeu, tout le monde était bon. Même Yuji Nagata était bon dans le jeu. C'est vrai. Le combat, Van Hammer tente de surprendre Bigelow avec un petit paquet, mais Bam Bam le met au tapis avec une line là, ensuite. Et le combat se termine avec Hammer qui manque une botte dans le coin. Et Bigelow lui fait la bienvenue à Asbury Park avec un marteau pilon où Bam Bam tient le tient sur son épaule. Un peu à la Rikishi Driver aussi. Ouais. Et 1, 2, 3, c'est terminé. Bam Bam Bigelow remporte le combat dans un match qui a duré à peu près 10 minutes. C'est long. Pas bon. C'était pas bon. Dégueulasse. Ouais. Puis c'est drôle parce que le prochain podcast, on a Bigelow aussi, mais du côté de la WWF. Puis, c'est dégueulasse. Ben, l'entrevue est drôle. Là. Ouais. Okay. Et Bigelow va rentrer dans la division Hardcore par la suite qui va débuter le mois suivant. Tandis que Van Hammer veut partir sur une série de victoires. Ben oui, hein? Qui va durer jusqu'au mois de juillet.
quand il va perdre contre Rick Steiner à Bash at the Beach pour un combat pour le titre de la télévision que Steiner détenait. Voilà. Ouais, bon. Ils l'ont récompensé par un push après des matchs de même, eux autres. Because WCW. Mm-hmm. Big Papa Pump et Buff Bagwell ont un autobus privé à faire la route pour le Spring Break 99 à Panama Beach, en Floride. Et ils font un arrêt à San Francisco pour aller au gym. Et Buff aide une jolie demoiselle blonde à finir son entraînement. Et plus tard, la demoiselle vient le remercier et lui dit aux deux de venir la voir plus tard. Elle lui donne son numéro de téléphone. Évidemment, ils sont bien contents de ça, les deux. Mm-hmm. Et Steiner dit qu'ils sont prêts pour leur entraînement de fin de soirée maintenant, après ça. Et il arrive à la place et se rend compte que l'adresse était dans un bar d'hommes en drague, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Ils vont pour partir, mais une autre drag queen leur demande pourquoi ils s'en vont. Et Steiner dit qu'il va le tuer et Buff le retient. Alors voilà. Et après ça, ils sortent à l'extérieur. Ils demandent à un gars où est rendu leur gros véhicule. Puis il dit qu'il a été remorqué. Fait que le tabarnouche, OK. Fait qu'il s'en va à la poursuite du véhicule. Puis le pire, c'est que tout après ça, on voit Goldberg qui est en train de faire un photoshoot. Ouais, c'est drôle, ça. Puis il y a ce que qui rouvre la porte puis commence à l'écœurer. Puis il dit tu veux faire une photo avec un vrai homme, tu viendras me prendre une photo avec moi, pas ce petit jambon-là. Là, il fait juste, genre, I run his mouth. Puis, ouais. Prépare-toi, Bill, you're next. Ouais, c'est vrai. Le segment se termine avec Steiner qui dit qu'il a une grande gueule et qu'un jour il va lui fermer. Et puis, peu de chance que le segment avec Big Papa Pump dedans. Puis, tout ce que je trouve drôle là-dedans, c'est qu'ils vont pour le. Ils font l'affaire. Oh, mais le char était remorqué. Puis, tout après ça, ils vont à un segment avec Goldberg qui est live dans la même soirée. Là. C'est pas la suite. Là. Ouais. Il y a vraiment plein d'incohérences dans leurs affaires. Là. WCW, l'incohérence, quoi? Puis, tu sais, je vais être le premier des fois à critiquer la AEW parce que j'ai raison de le faire, mais mettons un gars comme Bischoff qui tombe souvent sur la patate de Tony Khan. Regarde ces shows-là, mon homme, puis fais-le dur. Étais-tu là, Steiner Bischoff, celui qui contrôlait ça? Oh, je pense que oui. Ouais, je pense que oui, parce que. Mais oui, 99, et oui, il était là. Ouais, mais pas tout en Canada au camp complet. Il est parti à un moment donné, je pense. Il est revenu en 2000 après? Ben oui. Okay. Retour sur le combat de la veille entre Roddy Piper et Scott Hall, la Super Brawl. Puis évidemment, on va savoir qu'il fait l'aspirant numéro 1 pour le championnat de ceinture de Scott Hall. Maintenant, avec le match numéro 3, Bret Hitman Hart contre Booker T pour déterminer le champion, l'aspirant numéro 1 au titre US. Hey, t'as pas. Celui-là, tu l'as pas fait? Ouais, mais c'est passé pendant le match, ça arrive, ça. Ah, excuse. Ouais. Les deux lutteurs font leur processus de ressenti pour commencer le combat. Et après ça, on a Hart qui prend le premier avantage avec des bottes dans le coin. Et après ça, on a Booker T qui revient avec son axe kick pour un compte de 2. Et quand Booker T a une clef de bras sur. Une clé de bras? Une clef de bras, ouais, c'est ça. OK. On demande Disco est avec un technicien vidéo dans le camion satellite. Il dit au gars que l'NW va prendre le contrôle des ondes et offre au gars 3 fois son salaire pour qu'il les aide. Évidemment, l'homme est réticent, mais finit par accepter. Puis ça, je veux juste vous dire que, vous voyez cette photo-là, vous voyez le segment. Et c'est en plein milieu du match de Bret Hart. Puis c'est pas un picture-in-picture parce que tu vois le match à côté. Là, c'est vraiment, il coupe le Bret Hart contre Booker T pour mettre ce segment de marde-là. Ouais, il aurait pas pu mettre ça par Van Hammer contre Bigelow, mettons. Hein. Genre, ouais, aussi. Tant qu'à faire de la marde de même, au moins, il fallait dans un match de marde. Là. Quand le match a 4 chinlocks aussi. Ouais. Mais toi, t'aimes pas le monde qui font des chinlocks, genre Randy Orton, genre un des meilleurs lutteurs au monde. Là. Puis IRS qui fait juste ça de ses crises de match aussi. Là. Ah, Randy Orton, un des meilleurs de tous les temps. Tu sais, un vrai lutteur là, qui met des bottes et qui fait de la vraie lutte. Là. Pas dans mon livre à moi. Et ben, ton livre, va falloir que tu le réécris à un moment donné. Toi, ton livre, il y a plein de pages qui manquent. Fait que avec Tatanka par IRS. Là. Ouais, j'ai plusieurs livres avec des pages vides. C'est pas ma faute. Toi, c'est pas un livre, toi, c'est un pamphlet. Ben, normal, il y a un numéro pour commander de la pizza sûrement en arrière. Ah, ok, c'est ça le truc. Brett a maintenant le contrôle comme par magie. Puis voilà, évidemment, après qu'il a montré sa main avec Disco en plein milieu. Et Letman commence son fameux comeback, mais après son coup de coude la 2, il projette Booker T en bas du ring à la place. Booker essaie de revenir, mais Hart le frappe dans les côtes avec une chaise. Et c'est pas une disqualification. Et après ça, on a Brett avec une souplesse arrière pour placer Booker T en sharpshooter, mais Booker T sans défait avec l'aide de les cordes. Mais malheureusement pour Booker, il lui fait la prise en 4. Mais Booker survit pendant pratiquement 1 minute et va aux cordes pour faire le bris. Ouais.
Et ensuite, on a un coupé circulaire de Booker T suivi d'un spin-a-rooney avant que ce soit aussi populaire que quelques temps après ça ce soir. Il monte au top pour son lendemain de veille de Harlem. Mais Letman le fait tomber sur le coin et lui fait une belle superplex. Ce qui a été écœurante, la photo. Ouais, vraiment, pour vrai, là, j'étais content de ce shot-là quand je l'ai fini. Et après ça, Hart tente encore le sharpshooter, mais Booker T est trop près des câbles. Et pour la fin du match, on a le finish de SummerSlam 92 où Booker T prend le rôle de British Bulldog et contre Brett pour le compte de 3. Et c'est la victoire pour lui. Il se mérite un futur combat pour le championnat des États-Unis détenu par Scott Hall. C'était pas le meilleur combat des deux. C'était très technique. Puis, mettons, je te dirais, tu sais, il travaillait beaucoup les parties. Tu sais, Brett travaillait en heel. Fait que Brett en heel est différent aussi. Malgré qu'il est technique pareil en face, mais en heel, il slow pace le match vraiment, slow down le match, le pace du match vraiment plus. Fait que c'est un différent Bret Hart, mais j'ai pas détesté le match, mais en même temps, avec ce qu'on a vu avant, j'aurais pu voir 14 matchs de même, puis j'aurais été satisfait. Ouais. Puis en fin de quoi de bon à se mettre sous la dent dans ce show-là. Ouais, là. exact. Puis un excellent TV match avec une grosse victoire pour Booker T, puis c'est très bon. J'ai bien aimé ça. Ouais. Et Booker T n'aura pas de match pour le titre US, mais à la place, il va battre Scott Steiner pour le titre de la télévision le mois prochain à Nitro, because WCW. Et pour Bret Hart, un segment légendaire s'en vient, il va avoir lieu le 29 mars en direct j'en ai parlé tantôt dans la vraie vie, le Air Canada Center de Toronto. Ouais. Et c'est le fameux segment où Bret a le chandail des Maple Leafs, puis challenge Goldberg à venir le voir dans le ring, puis Goldberg fait un spear, sauf que Bret Hart avait une plaque de métal en dessous de son chandail. Et il compte Goldberg 1, 2, 3 après ça. Puis il dit Eric Bischoff, I quit. J'ai écouté ce segment-là récemment sans nécessairement savoir que c'était après ce qu'on allait faire. Je suis juste tombé dessus en fouillant sur Internet, puis j'ai décidé de l'écouter au complet. Puis écoutez-le parce que c'est un segment vraiment populaire, c'est un segment vraiment bien fait, mais moi, ce que j'ai remarqué surtout de ce segment-là, c'est la façon que Bret Hart prend son temps pour vendre le spear, puis comment c'est fait, là. Tu vois que le acting est parfait, là. Tu sais, Bret met over le spear de Goldberg, prend son temps, finit par se lever puis le compter. Fait que moi, c'est le acting puis la façon que ça a été fait, je trouvais que c'était génial. Ouais, c'est bien fait. Puis c'était un très bon segment pour la WWE. Un des rares qu'il faisait à l'époque. Ouais. Et après ça, on nous montre Tony qui est en train de faire les tests pour le face-à-face entre les Flair dans la petite pièce où ils vont faire ça tantôt. Et d'autres images de Super Brawl, cette fois-ci avec Rey Mysterio qui a perdu son masque, comme je vous ai mentionné tantôt. Et match numéro 4, Disco Inferno contre Kaz Hayashi. Ça, c'est malade. Disco Fever. Yeah. Avec les NWO en plein milieu. Là. Ouais. C'est malade. Et Kaz Hayashi arrive avec le ring gear de Glacier qu'il lui a acheté récemment grâce à Sonny Ono en épisode de Thunder. Disco aux annonceurs Dave Penzer de dire qu'à cause qu'il y a une saveur internationale au combat avec Kaz Hayashi qui vient du Japon, il va faire l'hymne national Disco. Fait que voilà, puis il commence à faire l'hymne national, puis éventuellement, le micro coupe, puis en frustration, il frappe Hayashi avec le micro, puis la cloche sonne. Disco envoie Kaz en bas du ring, mais Hayashi revient avec un solide coup de pied à la tête de Disco. Et après ça, Disco du tablier du ring fait une souplesse à Hayashi pour l'envoyer en bas de l'arène, mais Kaz le fait tomber face première sur les prunes. Et il dive sur lui en retombant sur ses pieds, comme on peut voir sur YouTube en ce moment. Et après ça, Disco allait devant avec un coup de coude de la deuxième câble pour un compte de 2. Il tente une bombe puissante à Hayashi, mais qui renverse ça en Famouser de toute beauté. Il a l'Inferno à sa merci, mais il va au top pour un Santon de la 3, mais il n'y a personne dans la piscine. Oh non! Et ensuite de ça, Disco lui fait sa version du Stone Cold Stunner qu'il appelle le Chartbuster pour le 3 et la victoire. Moi, je trouve ça drôle parce que Austin, c'est genre la plus grosse star dans le business. Ouais. Puis à WCW, ceux qui ont fait son finish, c'est Disco Inferno puis Bruce Beefcake. Ils ont pour montrer, regarde, ton finish, tout le monde peut le faire, même nos lutteurs push. Fait que voilà. Puis à Star, il y a Kevin Owens qui le fait. Ouais. Il y a un match correct, là. Disco, c'est pas un mauvais lutteur, là. Je sais qu'évidemment, c'est pas la personne la plus populaire dans le monde de la lutte, là, mais pour vrai, quand c'est le temps de faire des bons matchs de lutte, il est capable. J'ai aucun problème à avoir dans mon roster un Disco Inferno sur le mid-card. Ouais. Plus le bas de carte, là.
Ton opener, là. Si tu mets la bonne storyline en bonne place, il peut te dépanner dans le mid-card, je pense. Là. Ouais, je le trouve un peu trop haut pour le mid-card, mais bon. Là, ça dépend aussi c'est quoi ton roster. Si c'est un roster comme aujourd'hui dans les 2 promotions, c'est sûr que non. Là, il fait genre Heat, c'est ça pour moi. Là. Mais à l'époque de la WCW, why not? Ouais. Il y avait beaucoup de gros stars, mais il y avait beaucoup de has-been là-dedans aussi. Ben ouais, ça c'est sûr. C'était ça, surtout de la marque de commerce de la WCW à l'époque aussi. C'est ça. Et Disco fera rien de spécial jusqu'en octobre où il va gagner la ceinture Cruiserweight face à Psycho 6 à Nitro. Et Kazayashi ne va pas faire grand-chose non plus jusqu'au milieu des années 2000 en formant les Young Dragons avec Yang et Jamie San, qui sont bien sûr Jimmy Wang Yang et Jimmy Noble. Fou, pareil ça. Ouais. Scott Norton est maintenant avec Bryan Adams qui lui dit que la même chose que Vincent et sans doute pour Hulk Hogan, comme quoi qu'il avait mis leader de la NWO Black and White. Adams est même confiant qu'il va éventuellement avoir le contrôle de la Wolfpack aussi. Et Norton lui dit 2-3 fois You're the man, right? Ben oui, c'est ça qu'Hogan m'a dit que c'est moi le gars. Norton, là, pourquoi tu dis ça? Parce que là, Norton reprend son sérieux. Il finit par lui serrer la main à Bryan Adams, le nouveau leader de NWO Black and White avec Vincent. Voilà. Bobby Heenan est analyste maintenant à la place de Larry Zbyszko pendant une autre routine des Nitro Girls. Et après ça, on a encore une visite au Nitro Party qui font une partie de Limbo. Et heureusement, c'est la dernière fois qu'on va voir un segment avec le Nitro Party. Pourquoi heureusement? Ben, parce que c'est pas intéressant là. À part les Nitro Girls, c'est pas intéressant là. OK. Ouais, fait que les 3 parlent de la situation avec les Flair et le thème de la Wolfpack. Part pour un autre segment dans la ring avec Buff Bagwell et Big Papa Pump. Et ça va prendre une demoiselle de la foule qui ressemble à une Bella Twin, mais en moins belle. Et elle ressemble plus à une Leda Twin. Ouais, pas si pire que ça, pour vrai. Ah ouais, pas laide, là. J'aime moins belle que les Bella Twin, c'est tout. J'ai pas dit qu'elle était laide. Ben, ça dépend, là. Moi, Brie Bella, elle est correcte, là, Brie Bella. Ben, arrête, là, elle est belle, Brie Bella, là. Mais Nikki Bella, par exemple, elle a quelque chose de plus. Je peux pas vous dire c'est quoi. Franchement, tout le temps, elle m'a fait avec tout. Ouais, c'est ça. Et après ça, Scott dit à toutes les poubelles blanches de Sacramento de ne pas espérer d'avoir DDP parce qu'il ne te montrera pas la face parce que je l'ai envoyé à l'hôpital. Il voulait défendre l'honneur de sa femme, mais maintenant, j'ai l'honneur d'être sur elle pendant 30 jours et 30 nuits. Yes. Et elle va me dire que c'est moi le papa. C'est malade. Scott Steiner, pour vrai. Là. Hey, peut ça être là, lui, Scott Steiner, au Elise. Ah, c'est pas vrai, là. Pourrait. M'en parler, moi, au gars. Il n'y a pas une photo avec moi, Scott Steiner. Je veux Scott Steiner. Pour vrai, je veux rencontrer. Quoi que même quand on l'a vu on l'avait vu à Philadelphie, j'aurais dû y aller. T'aurais dû aller voir bien du monde. On dirait que tu pensais que ça coûtait de l'argent, ça irait à la main pour aller dire bonjour au monde. Ben, en même temps, Scott Steiner, ouais, je sais pas. Ah! Ah! Et après ça, il va m'appeler le gros méchant Bully Daddy. Et pendant que tu vas te coucher dans ton lit d'hôpital sur ton dos, ta femme va être sur son dos à crier mon nom. Big Papa Pump is your hookup. Holler if you hear me. Mon nom, vous le savez. Scott Steiner, c'est mon nom. Mon nom, vous le savez. La toune part, mais il dit qu'il n'a pas terminé. Et Steiner parle de Goldberg et la foule, évidemment, scande son nom à Bill Goldberg. Ouais. Goldberg, t'es le prochain. L'homme avec les bras les plus larges du monde n'est pas dur à trouver. En soir, je te mène dans le lit à côté de Diamond Dallas Page. La crasse. Calisse qui est divertissant, Scott Steiner. Ça n'a aucun crise de sens. Ouais. De retour à Super Brawl pour le combat pour les titres par équipe avec Enig et Wyndham contre Benoit et Malenko. Évidemment, comme je disais tantôt, combat remporté par Wyndham et Enig. Ouais. Puis apparemment, il y a une bataille backstage après le match entre, évidemment, les deux équipes que nous a confirmé qu'on va voir plus tard ce soir à Nitro. Ça, on a plus Jericho qui arrive avec son grand ami, son garde du corps, Ralphus, qui est en robe bleue. Tabarnak. Ralphus qui est aujourd'hui décédé. Et voilà. Ouais. Et dans la version du Network, Jericho rentre sur Break the Walls Down, de sa version de Even Flow de Pearl Jam que Jimmy Hart avait composé. Dommage. Puis j'aime bien Jericho avec son goatee de même, je trouve ça cool. Ouais. Juste le goatee, là. Ouais, ben il a été comme ça un bout de temps de WWF aussi. Ouais. Je pense que si on se rend à 500 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année, je vais faire cette affaire-là l'année prochaine. De quoi, un goatee?
Ouais, comme Jericho. Juste le goatee. Ben là, c'est sûr qu'on va se rendre à 500 abonnés. On est rendu à 435. On est même pas au mois de juin encore. Faut pas prédire. On peut pas prédire l'année des fois, mais je suis confiant de ça. Là. C'est pour ça que je dis que je vais le faire, parce que je suis confiant qu'on va se rendre là. Moi, je vais. OK, t'en fais un pari, j'en fais un. Si on se rend à 500 abonnés, moi, je pète la gueule à Jason Gray l'année prochaine. Ah, ça va déjà arriver anyway, c'est parfait. Je peux continuer. Petit micro de Jericho qui dit que Perry Saturn est malade dans la tête et peut-être un peu gay. En 99, là, on fait pas fou. Il était joyeux, peut-être, c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, je pense pas. Okay. Sors de ta robe, j'aime pas ça. Et ouais, Ralph aussi aime pas ça, qu'il dit. Et tous les magnifiques Jericho Alex non plus. Enlève ta robe, Daddy-O. Et le truc de la robe est simple, dans le fond. C'est Jericho qui avait battu Perry Saturn en Sold Out 99. Dans un combo, le perdant portait une robe pendant 90 jours. Alors voilà. Oui, je me souviens de ce moment-là. Ben, ça avait quand même marché beaucoup, ce segment-là. Ça avait marqué l'imaginaire à ce moment-là. Ils l'ont fait une couple de fois aussi, là. Oui. Chose qu'on avait faite aussi à la NWE avec ABD qui avait porté la robe à cause qu'il avait perdu contre nous autres en tag team, non? C'est ça? Ouais. En single. Ouais. Puis une autre affaire qu'on a faite aussi, que j'ai pas dit tantôt, que j'ai oublié, c'est le segment avec Bret Hart et Goldberg avec la plaque dans le chariot de hockey. Avec Mike. Ouais, je l'avais fait, c'était malade. Ouais. Le meilleur moment de ta carrière, ton meilleur travail de ta carrière en heel, c'était là. Hey, c'était le fun, hein? Ça a duré même pas une journée. Ouais, c'est ça. Fuck you. Match numéro 5. Chris Jericho avec Ralphus contre Hugh Morris avec Jimmy Hart. Et Morris commençait en force avec un Gorilla Press Slam où il tient Jericho quelques secondes dans les airs avant de l'écraser au tapis. Et Morris manque un elbow de la 3 et sort du ring où Jericho saute sur Morris et Jimmy Hart avec une croix de corde de la 3. Un beau spot. Après ça, Morris renverse un Uragan Rana où Jericho il se fait tomber en powerbomb et il fait un splash en courant dans le coin sur Chris. Il retente le coup, mais Jericho bloque et fait un roll-up sur Hugh avec les pieds dans les cordes. 1, 2 et non! Et après ça, on a Ralphus qui fait face à Morris pendant que Saturn arrive pour arracher la robe du dos de Ralphus. Et Perry remonte dans le ring et frappe Jimmy Hart avec un coup d'avant-bras pendant que ce dernier tient une chaise pour qu'il frappe Jericho avec. Il fait un Deadly Driver sur Chris Jericho. Et ça permet à Morris de monter sur le 3e câble et faire son saut de lune, le non-laughing ladder moonsault pour le compte de 3 et gagner le combat. Et après la décision, c'est pas terminé. Jimmy Hart dit à Morris que Saturn l'a frappé. Et les deux hommes veulent se battre dans le milieu du ring, mais les officiels viennent briser le tout. Donc, ça n'arrivera pas ce soir, un affrontement entre Hugh Morris et Perry Saturn. You're welcome. Ouais. Fait que, pour vrai, c'était pas mauvais comme c'était match. Divertissant. Ouais, c'était divertissant. C'était correct, là. C'était pas extraordinaire, mais c'était bon. C'était correct. Un beau match de transition. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des matchs, je pense que la carte était tellement mal placée, honnêtement. Là, le pacing de la carte est dégueulasse. Là. Fait que, tu sais, je sais pas. Je trouve que ce match-là, mieux placé sur la carte, peut-être qu'on aurait pu dire que c'était meilleur, mais je pense que les gars ont fait un travail légitime avec ce qu'il y avait comme temps et ce qu'il y avait comme circonstances. On va dire ça de même. Ouais. Et Saturn et Jericho vont terminer leur rivalité dans un combat de collier de chien à Uncensored en mars. Et il va arrêter de porter les robes après ce combat-là. Et tandis que lui, Morris va prendre un break dans la WWE quelques mois plus tard pour ensuite revenir plus tard dans l'année. On a ensuite le footage promis plus tôt avec Enig et Wyndham et Benoit et Malenko backstage. Évidemment, Enig et Wyndham célèbrent, mais se font attaquer par Chris et Dean qui jouent avec des ceintures. C'est ça. Ouais. Un cri de loup se fait entendre dans l'aréna et ça signifie l'arrivée de Kevin Nash, l'ex-Booker, yes! et Elisabeth qui est splendide dans sa robe noire. Pour vrai, là, sans joke, là. Wow. Regardez! C'est l'assassin de Miss Elizabeth. C'était le début. Qui jouait du trombone? Non. Regarde Luger, l'hypocrite. Regarde ce qu'il a gâché comme personne. Comme moi, je pense que c'est Elisabeth qui le battait. Check, il y a un plot. Quand c'est pas les jambes, c'est le bras. Hein? Ok, il l'a pas tué, là. C'est tué elle-même pendant la drogue autant que lui. Là. C'est pas comme. Lui, il a survécu, c'est pas sa faute à elle si elle n'a pas survécu. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sa faute. Il aurait jamais dû l'emmener là-dedans. Ah oui, c'est de la faute des deux. Les deux sont responsables, des adultes. Ça voulait pas. C'est elle qui a pris la drogue. On aurait peut-être Miss Elizabeth au podcast aujourd'hui si c'était pas de Luger. Ouais, je pense pas.
Fait que, ben, pour vrai, dans ce soir-là, là, wow! Wow! Et Big Sexy porte le masque de Rey Mysterio sur sa tête en genre de trophée de chasse. T'es écœurant. Pour vrai, là, on pourrait dire ce qu'on veut de Kevin Nash. C'est peut-être une mauvaise personne, il a des mauvaises intentions, mais calisse que Kevin Nash, là. Pour Non, vrai, là. c'est un businessman. Moi, là, Kevin Nash, là, je l'adore. Honnêtement, là, il va être au Comic Con à Montréal, lui, hein? Ouais, avec RVD, me semble. Man, faudrait que je rencontre Kevin Nash. Honnêtement, là, Ça va coûter moins cher que WrestleCon. ouais, mais Kevin Nash, c'est beaucoup de respect pour Kevin Nash. Puis en plus, c'est un des meilleurs potes à Paul. Fait que... Kevin Nash, RVD, je pense que c'est un bon duo à aller rencontrer là, à Montréal. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre ici, me semble. Il y a d'autres. Sûrement. Mais bref. Ouais, mais pour la lutte, tu parles, là? Ouais. Ça se pourrait que je demande à Bertrand Hébert. Bertrand, c'est lui qui organise ça. Tu savais? Ben, je savais qu'il était impliqué. Je savais pas qui organisait ça lui-même. Ouais, c'est lui qui fait venir les lutteurs. Ok, cool. La plupart du temps, en tout cas, il y a son. Il me semble qu'il y a son mot à dire là-dedans. Faudrait que je lui demande à Bert. On aurait dû demander à avoir su à l'entrevue qu'on a faite au Melrose. On était occupés, on avait bien de la job. Oh, ouais, je comprends. Fait qu'après ça, on était rendu. Ouais. Et Nash, il dit qu'il est désolé que Scott a triché dans le combat sans son consentement et que la NWO est contre ça, évidemment. Il dit qu'il sait que Ray demandait à la WCW de l'affronter ce soir, mais après avoir vu le match, c'est surtout parce que le masque lui fait pas. Qu'il vienne ici que je puisse lui donner son masque à Ray à la place. Exact. Misso fait son arrivée avec son Audi style camouflage et il dit au micro que le masque a plus rapport là-dedans. Tu as eu ce que tu voulais, maintenant, c'est le temps que j'aille ce que je veux. C'est le temps de moi avoir un morceau de toi, Kevin Nash. Évidemment, Kevin Nash rit de lui, mais il dit que si c'est une volée qu'il veut, ben il va lui donner. Donc, on se transporte au match numéro 6. Kevin Nash avec Lex Luger et Elizabeth contre Rey Mysterio Jr. Et Nash moque Ray en lui offrant de faire un test de force. Et à la place, il lui donne un coup de genou dans le ventre. Mysterio revient avec des coups de pied au genou de Big Kev, suivi d'un spinning heel kick. Et ensuite, dans le coin, on a un Bronco Buster de Ray. Et la foule est en délire jusqu'à temps que Kevin Nash attrape Ray. Il fait un Snake Eyes sur la corde, sur le turnbuckle. Et après ça, on a Kevin Nash qui garoche Ray d'un bord à l'autre du ring avec un genre de hip toss qui était un très beau visuel. Ouais. Et après ça, on a Big C qui place son opposant en Jackknife Powerbomb. Mais Mysterio se débat avec des coups de poing à la tête. Il finit par tomber sur Nash. 1, 2 et 3. Victoire de Rey Mysterio sur Kevin Nash, qui en revient tout simplement pas, les yeux grands ouverts et les ronds comme des 2 piastres. Est-ce qu'il était écœurant avec ça? Ah ouais. Ah ouais, mais c'est juste normal qu'il fasse une réaction de même. Mais tu vois, déjà en partant, là, ce match-là aurait pu être main event. Là. Ouais. Puis méchant pop, là, pour vrai. Là, ouais, oui. C'était le début du Giant Killer, honnêtement. Mysterio. Il a gagné clean en plus, c'est nice. Ça, c'est encore mieux. Puis, faut savoir aussi que quand Mysterio a perdu son masque avec Nash a eu beaucoup de heat de la foule, mais de vrai heat aussi, parce que c'était quand même quelque chose de très, très précieux des stars mexicains, puis tout ça. Puis Rey Mysterio était vraiment pas à l'aise puis d'accord avec le fait de perdre son masque. Ça, c'est une décision vraiment de Bischoff puis de sa gang. Mais je pense que Nash était il était lead booker dans ce temps-là, me semble. Ça se peut ouais. Ben oui. Ouais. C'est pas pour rien qu'il a battu Goldberg aussi. Hein. Oh ouais, mais ça reste quand même qu'il s'est fait battre par Mysterio clean quand ben du monde dans sa position ne l'aurait pas fait. Là. Mais c'était un peu aussi pour redonner le fait que l'autre a enlevé son masque. Fait qu'il est allé chercher un peu de sympathie, peut-être, d'après moi. Mais il s'est quand même fait piner clean par Rey Mysterio. Puis Mysterio, c'est pas le premier géant qui a battu clean, parce qu'on peut même penser après ça à WWF. A battu Big Show, a battu Giant, a battu Mark Henry, je pense. Mark Henry. As-tu battu Brock? Non, je pense pas qu'il a battu Brock. Brock, non, Brock, tu te souviens que Brock avait pris avec la civière puis il l'avait poussé sur le poteau? Ouais, non, c'est Big Show, ça. C'est Big Show, c'est vrai, t'as raison. Big Show en habit. ouais. Il a battu Batista, puis il y en a plein d'autres. Ouais. Un beau moment, puis un excellent segment. Ouais, vraiment. Ça va commencer une run où Mysterio va battre d'autres géants de la WCW comme Bam Bam Bigelow et Scott Norton. Et le 14 mars à Uncensored, Nash va battre Ray avec l'aide de Lex Luger. Et le lendemain à Nitro,
Ray va remporter le titre Cruiserweight en défaisant Billy Kidman pour débuter son 4e règne de champion Cruiserweight. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Facebook qui était un très gros fan des Filthy Animals puis qui voulait qu'on en reparle. Puis tu sais, j'ai répondu en disant que on fera rien spécifiquement sur les Filthy Animals puis ça, mais à moins qu'on ait genre, mettons, une biographie de Rey Mysterio un jour, peut-être. C'est ça. Mais à travers toute la WCW, on va le revoir souvent, ça. Fait que, on va en parler quand ça va se prêter au show qu'on va analyser. C'est vrai que le finish avec Scott Norton, Norton il mange un coup d'un gosse, puis il est juste c'est malade. Scott Norton qui me fait un peu penser aussi à Rebelle. C'est Rebelle, celui qui t'a lancé Tic-Tac, j'oublie son. Non, c'est Crusher. Crusher, ouais, je me mélange avec un autre. Genre, ouais, un peu. Mais il peut un peu penser à lui avec la casquette en envers de Cree, me semble, c'est parfait. Ben ouais, je vois le lien. On dirait un mix entre les deux frères rebelles au complet, là, un mix entre les deux. Là. Ouais, t'as raison. Mais les frères rebelles, c'est mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et parlant de Scott Norton, mais il rencontre Horace, qui dit la même chose que Vincent et Adams, même si ça manque les autres. Là, si tu veux, You're the man? Ah ouais, ok, c'est bon. Hey, Horace Hogan, c'était-tu son vrai frère à Hulk? C'est pas son frère, c'est son neveu. Son neveu, c'était-tu son vrai neveu? Ouais. Ok. Ben oui, c'est le fils de son frère. Ou de sa soeur, je sais pas trop. Y a-tu une soeur, Hogan? Y a-tu des frères et des sœurs? As-tu une moustache? Mais non, brother, pas ça. Ok. Interview time avec Michael Cullen, Kurt Hennig et Barry Windham. J'ai-tu sauté des. Ben là, c'est pas ça, c'est après, là. Ouais, j'ai sauté quelque chose, c'est celle-là que je voulais mettre tout à l'heure, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, comme j'ai dit, Kurt Hennig et Barry Windham. Ça, c'est l'oncle de Bray Wyatt. T'as manqué ton cul le premier coup. Ouais, en effet. Hennig dit que depuis le début du tournoi par équipe, qu'il disait qu'il était pour gagner des ceintures, puis il avait raison. Malenko et Benoit sont bons et peut-être même qu'ils ont sous-estimé. Mais il y a une grande différence entre être bon et être vraiment bon comme eux autres. Ça se passe. C'est que? Tabarnak, c'est rendu bien fort ton. C'est Frank Miller qui est arrivé chez vous? Mais il n'y a rien, il n'y a même plus rien qui se passe. Ben, ça va être un gros oui pendant genre 5 secondes. Ouais, ben, je vais l'enlever au montage. Tu veux-tu aller le porter cette semaine? Regarde, enlève-le. Ouais. Ben, ça serait le fun, peut-être, hein? OK. Mais on a le montage, on a un tournage, hein, vendredi. Ah ouais, c'est vrai, ouais. On le fera après. Bref, Windham dit que c'est trop tôt pour signer un match retour entre les deux équipes parce qu'ils ont déjà reçu leur contrat pour des défenses de contre d'autres équipes qui le méritent plus qu'eux autres. Puis Hennig continue en disant que c'est eux qui vont dicter les choses et tant aussi longtemps que c'est eux les champions que Malenko et Benoit méritent un match revanche. C'est les autres qui vont y penser si le match a lieu ou pas. Puis en fond, il dit juste qu'après ce qu'ils ont fait après le match, c'est juste des mauvais perdants d'avoir attaqué backstage avec les cordes, les ceintures et les étranglés. Ouais. Et Windham et Hennig vont rester au top aussi longtemps qu'ils le veulent, finit Kurt Hennig. C'est plate! Ouais. Et les deux équipes vont avoir leur match retour à Uncensored où Benoit et Malenko vont récupérer des titres par équipe après que, dans un combat de bûcheron, un Lumberjack match. Parlant de Lumberjack match, la semaine prochaine au podcast In Your House avec un autre Lumberjack match. C'est fou, pareil, des fois, les liens que ça fait sans faire exprès. Malade. Ouais. Et après qu'un Anderson est arrivé pour frapper Hennig avec une barre à clous. Donc, voilà. Il va s'en suivre évidemment la formation des West Texas Rednecks avec Hennig, les frères Windham et Bobby Duncombe Jr. Et bien sûr, le hit rap. Le hit rap is crap. Et après, on a Scott Norton qui va voir Hollywood Hogan et lui demande pourquoi tous les gars dans le beau lui disent que c'est eux autres les leaders pis tout. Puis Hogan dit qu'en fond, non, écoute-les pas, c'est toi le man à Star. Calisse, il prend tout pour des caves, ça n'a aucun sens. Ben, il fait ça pour mener avec toute sa carrière avec tout le monde, fait que ça change. Oui, je sais, mais genre. Ouais. Souvent, on voit les segments un après l'autre, puis tu sais, ils checkent pas les segments, les lutteurs, restés. Mais non, ils n'ont pas le temps, ils sont dedans. Ils n'ont pas de temps. Mais après, niaiseux. Okay. C'est un peu checker un segment quand t'es dedans en même temps. C'est bien dur. Là. Puis évidemment, Norton accepte, puis lui serre la pince. Puis les gens de la NWO,
Les membres d'Andrew Backman ne sont pas les plus gros, les plus légers de la boîte. Hein? Non, crissement pas. Autre performance des Nitro Girls, suite de l'arrivée du chat Ernest Miller et de Sonny Ono, qui ont acheté les effets visuels de Glacier avec le show de laser et la toune thème, puis aussi la neige qui descend. Puis Miller n'est pas content. Et dans le ring, Miller prend le micro et veut savoir où est sa toune de James Brown. Puis il dit d'ouvrir les lumières. Y a-t-il quelqu'un backstage qui veut vraiment faire mal? On voit l'NW backstage qui écoute le show sur un moniteur. Norton arrive et dit qu'il a parlé à Hollywood et qu'ils doivent parler tout ensemble, les boys. Mm-hmm. Puis Disco dit à Scott Norton que Miller l'a callé out. Puis quand il entend ça, Norton lance sa calotte et s'en va. Puis Miller dit qu'il l'a eu en attendant avec son panier de pique-nique, de le déposer et venir l'affronter dans les rings. Après ça, la tune NW qui part. On a le match numéro 7. Un juste de 4 Miller avec Sonny Ono contre Scott Norton. Et Norton change la reine, mais Miller l'attend de pied ferme avec son pied ferme, hein, évidemment. Ouais, exact. Et Norton va au tapis. Après, on a Miller avec un embrayage de cobra que Norton se déprend rapidement. On a Scott avec quelques coups sur Ernest, mais encore une fois, un kick dans le ventre. Le remet au sol, gracieuseté du chat. Il y a un autre kick qui fait tomber Norton, mais cette fois-ci, il se relève aussitôt en vendant pas le coup. Et plante Miller avec un powerbomb pour faire le tomber en utilisant justement le bout de ses doigts. Donc, la victoire pour Scott Norton dans un match, ma foi, pratiquement un squash. Pour ce que c'était, pour un match, un petit segment, puis une promo, puis backstage segment, c'était correct. Là. Scott Norton, c'est ton nouveau préféré? Il me semble que tu n'as pas dit une mauvaise chose sur Scott Norton. Ben, j'adore Scott Norton, je le trouve cool. T'es hot dans le temps avec son partner Fire and Ice avec Ice Train, c'était bon ça aussi. Ouais, okay. Il est toujours proche. C'est qui ça? C'est qui ça? Shawn Michael? Mais non, c'est Double J Jeff Jarrett. Ah, je le voyais pas. Et Norton va quitter la WCW en septembre après une défaite contre Goldberg à Thunder. Et comme mentionné au début du podcast, le 4 Miller va prendre une rivalité avec Jerry Flynn au mois de mars. I'm the greatest! Puis là, il met sa veste, puis il fait comme s'il était tout fatigué, puis il l'enlève, puis il continue à danser. Ouais. C'était malade. Ça, c'était malade. C'est un WWE à ce hein, je pense. Non. C'est un agent, non? Non, je pense pas. Il était agent un bout, par exemple. C'est pas WWE. Ouais. Je sais qu'il était là après, en genre 2004, à peu près. Puis il luttait, puis il faisait beaucoup de. Je pense qu'il était un commentateur à Velocity, je pense, avec genre Josh Matthews. Genre. Bref, de retour de pause, on a Michael Buffer qui est dans le ring pour les résolutions du combat principal du show. Alors voilà, le match numéro 8. Big Papa Pump, Scott Steiner avec Buff Bagwell dans son coin contre Bill Goldberg. Ça aussi, c'est une belle shot. Ça. Ouais, belle shot, belle shot. Belle shot. Les deux se font face dans le milieu du ring et Scott finit par avoir le dessus avec des frappes dans le dos de Bill, mais Goldberg ne vend pas et Steiner le rentre dans la tête dans le coussin du coin. Et après ça, super kick qui met Big Papa Pump au sol. Après ça, Goldberg fait des push-ups pendant qu'il tient Steiner à bout de bras. Et on va en pause commerciale. Parfait. On revient tantôt? Oui. De retour de pause. Buff Bagwell distrait Goldberg, ce qui fait qu'il pourchasse dans le dos du ring, ce qui permet à Steiner de faire un close line à Goldberg quand il vient à sa direction, qui était caché. Et après ça, on a Scott qui prend l'avantage pendant quelques temps avec son elbow. Et bien sûr, ça, c'est une souplesse corps à corps sur Goldberg. Oh oui. Et pendant ça, là, Bagwell coupe le dessus du coussin du coin et sort. Et après ça, puis l'arbitre va le voir. Qu'est-ce que tu fais? Fait qu'il pogne la tête de l'arbitre puis il le ramasse dans le coin. C'est parfait, ça. Après ça, il sort du ring. C'est malade. Et Goldberg renverse une projection dans ce même coin. Et Steiner rentre dos premier dans le coin exposé. Puis là-dedans, ce qui est vraiment drôle, c'est que genre Bagwell, il sort du ring avant que la projection se fasse, puis le coin est encore là. Puis aussitôt qu'il se retourne, puis ça arrive, il y a juste temps de l'enlever juste au bon moment. Fait que ça fait comme genre, j'ai enlevé ça pour que mon propre partner ça mange ça dans le dos, mais c'était arrivé tellement rapide que tu le remarques peut-être pas non plus. Ouais. Ça va vite des fois, hein? Ça prend pas grand-chose. Non, en effet. Et Buff Valley reçoit ensuite un spear de Billy Boy. Et les deux membres de la meute de loup tentent de partir, mais Rick Steiner, qui fait son retour après 3 mois d'absence, les ramasse avec une corde à linge sur un beau pop de l'assistance.
Ouais. Et du renfort arrive avec la NWO Black and White, avec Stevie Ray qui lance Vincent dans le ring. Il reçoit un Spirit de Goldberg. En fait, c'était pratiquement un pounce dans le fond, parce que Goldberg a comme couru le sens opposé de Vincent. Là, c'était malade. Là. Puis évidemment, c'était contre Vincent. Là. C'est genre le punching bag de la NWO. Là. Et le match était bon, mais pour vrai, sans plus, là, c'était pas super bon. Là. C'était bon. Ouais. Mais ce qui a aidé beaucoup, c'est la foule là, qui était dedans du début jusqu'à la fin. Là. Ben, tu sais, je peux comprendre que les matchs de Goldberg, c'était pas bon la plupart du temps, mais Goldberg, dans ces années-là, à WCW, là, quand il était là, le monde virait nuts. Puis le monde, c'était vraiment un gars qui pétait des gueules puis que ses moves rentraient, là, des fois pour vrai. Mais c'est ça, la foule, Goldberg, il y avait ça pour lui, il y avait la foule, fait que ça donnait des belles situations. Après ça, tantôt, on parlait de Disco Inferno que le monde n'aime pas aujourd'hui. C'est Goldberg, ça a même assez d'affaires, mais Goldberg, là, tu regardes ces shows-là, là, tu tripes et tu as des goosebumps en regardant ça. Là. Goldberg, c'est une star. Là. Veux pas, on en dit ce qu'on veut. C'est peut-être le meilleur coup de la WCW, mettons, qu'ils ont fait de eux-mêmes. Là. Même si ça aurait pu être encore mieux, mais c'était leur plus grosse star qu'ils ont créé eux autres, même du sol, puis qu'ils l'ont amené. Ouais. Le seul qui est peut-être proche, c'est genre Sting. Genre. Ouais, mais Sting, encore là, il y avait tellement avant aussi que c'est un vrai lutteur, tandis que Goldberg, c'est juste un gars qu'ils ont mis au power plant. Puis, bref, c'est ça. Disons qu'il a mieux tourné que Chuck Palumbo et Mark Jindrak. Là. Ouais, mettons. Sans rien leur enlever à eux autres. Là. Exact. Et Goldberg et Steiner vont affronter Big Papa Pump et Buff Daddy à l'épisode du 1er mars de Nitro. Et ce soir-là, le match va être remporté par Goldberg et le gremlin à face de chien. C'est son nom. Ah oui, correct. Après, on a un beau petit vidéo package sur les Nitro Girls en maillot de bain. Il s'est suivi de Disco Inferno avec le tech de tantôt. Puis il dit qu'il ne peut pas faire ça, ce que Disco veut, ça va contre ses principes. Il dit à Disco de le faire lui-même s'il veut que ça arrive. Et Disco demande sur quel bouton il doit peser. Et on a passé une pause commerciale. Et en revenant, on a Tony Schiavone qui est avec, bien sûr, David Flair et Tori Wilson à sa côté de lui sur le divan. Et David demande à Tony s'il y a un problème et les deux se lancent la balle en s'écœurant un petit peu. Et Schiavone se fait dire à l'oreille que la limousine de Ric Flair est là. Et il nous montre ensuite la preuve. Dans le parking lot, ça avance. Et après ça, on a Hogan et Nash qui regardent tout dans leur vestiaire sur la petite TV de tantôt. Puis l'image commence à gricher puis se transforme en neige. Sauf que ça devient un segment où David Flair est assis à côté de Tori Wilson, à côté sur elle, assis sur une chaise. Puis Big Sexy puis Hollywood trouve ça bien comique. Et le segment, en fond, c'est Disco Inferno qui arrive déguisé en Meiji Okerlund. Et Kevin Nash et Vince sont ensuite déguisés en Arn Anderson et Steve Mongo McMichael respectivement. Puis le déguisement pour faire Steve Mongo McMichael, c'est Vincent qui a genre une perruque avec la queue de cheval, puis est habillé en genre de cheval, genre. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, vraiment. Le chandail des Bears sur le dos, je pense. Et Scott Hall, pour sa part, lui arrive déguisé en Roddy Piper. Enfin, il arrive en kilt puis une perruque blonde, là, vraiment dégueulasse. Là. Puis, le meilleur, par exemple, du segment, c'est Hogan qui arrive déguisé en Ric Flair. Là. C'est malade. Ouais, c'est vraiment drôle, ça. Il l'avait vraiment bien en plus. Évidemment, c'est Hogan qui a sa voix à lui pour faire Ric Flair. Il imite pas Ric Flair totalement. Là. Ouais. Mais Hogan, il fait quand même des bonnes imitations, genre Macho Man, Warrior, et tous les gars qu'il a eu en rivalité avec lui dans ses bonnes années, Hogan, il les imite bien, pour vrai. J'ai déjà entendu une couple de fois, puis c'est pas mauvais. Ouais. Et Hogan, c'est un excellent fleur, puis Hogan, il dit que sa chemise est une Armani Gucci Pucci Smoochie. Puis Hogan se menotte à Tori pendant que Nash fait des bruits de cheval avec 2 chevaux en jouet dans ses mains. Incroyable. C'est poche. Et Disco Walkerland dit qu'ils ne peuvent pas nous dire tous les détails, mais que si on appelle la WCW Hotline, on va avoir tous les détails qui sont pas pour la télévision. Ouais. Puis évidemment, l'image part en neige avec le WCW Copyright et c'est comme ça que se termine l'édition du 22 février 1999 de WCW Monday Nitro. Un accident de char avec... écoute... J'ai pas fini. Je sais, mais c'est un accident de char pareil.
Ah, ok, parfait. Ça, c'est ton affrète ton opinion du show, là. Tabarnak, pour vrai, c'est. Honnêtement, j'aime beaucoup écouter des vieux shows, même de l'ACW, là. Ouais. Mais je sais pas si c'était mon mood, parce qu'habituellement, j'aime ça quand même, les affaires mauvais. Mais honnêtement, à un moment donné, ça m'a vraiment tapé ses nerfs au point où j'ai fait comme, hey, pour vrai, je vais-tu l'écouter au complet, Chris, là? Ah, c'est pour ça que t'as meilleur reste à Tanka, ok, j'ai compris. Ouais, pas grave. Ils sont meilleurs que tout ce show-là au complet. Non, pas vrai. Éventuellement, Flair et Hogan vont faire un double turn à Uncensored quand Flair va battre Hogan pour la championne de la WCW et aussi devenir le président de la compagnie. Et après ça, Rick et David vont se réconcilier et Rick va abuser de son pouvoir en étant président pour aider David à gagner ses combats de championnat US. Puis évidemment, aussi, Charles Robinson va devenir un heel referee avec Ric Flair, Ouais. Lil Nate, là, fait que ça va l'aider beaucoup, ça aussi. Puis il va donner la ceinture des États-Unis à David Flair après qu'il ait strippé de quelqu'un d'autre. Si je me souviens bien, je pense que c'était Booker T, je pense qu'il était blessé ou je sais pas trop. Et un titre qui va le détenir jusqu'au mois de août. C'est fou, hein, le mois d'août. C'est quand même 4-5 mois après ça. Là. Ouais. Puis un titre qui va jusqu'au mois d'août avant de la perdre contre Chris Benoit à un épisode de Nitro. Ouais, qu'on a déjà reviewé ou qu'on a déjà parlé, par exemple. Si c'est pas reviewé, on en a parlé dans une bio. Probablement celle de Booker T, en fait. Non? C'est possible. Ouais, c'est possible. Fait qu'avant que j'aille avec les highlights puis les lowlights, le truc à vidange que j'appelle, c'est quoi tes impressions sur le show en général? Segment que t'as aimé? À cette époque-là, Goldberg, c'était toujours spectaculaire. Fait que, comme la foule, on l'a vu avec WWE en France récemment qui était nuts. Oui, le show était bon, mais la foule a fait en sorte que le show était encore meilleur. Goldberg, c'est un peu ça. C'était spectaculaire. Sinon, honnêtement, qu'est-ce que j'ai aimé du show? Scott Steiner, Goldberg, tu sais, Bret Hart, Booker T, j'ai pas aimé ça, j'ai juste trouvé ça moins payé que les autres. Okay. Parce que c'est deux bons lutteurs qui se respectent. Mais à part ça, là, Nash Mysterio. Puis encore là, j'ai trouvé que pour ce genre de storyline-là, c'était cool, puis c'était mal placé. J'aurais quasiment mis ça main event, mais je comprends pourquoi Goldberg était main event, là. Mais, ouais, mais c'est parce en même temps, si, mettons, tu fais Mysterio contre Kevin Nash, puis tu mets ça à 23h, 22h59, ben ça télégraphie un peu le match, non? Dans ce cas-là, tu ouvres le show avec ça. Ouais. Ben... Tu l'ouvres, puis tu le fermes avec Goldberg. Il y a même eu des Nitro Girls puis Jerry Flynn à la place. Fait qu'à part ça, à part Nash Mysterio, puis Steiner, Goldberg, puis Bret Booker T, je te dirais correct, là, mais pas. Pour ce que les deux gars ont fait avant, honnêtement, là, c'était vraiment, vraiment pénible. J'ai eu de la misère à finir le show au complet. Ouais. Fait que moi, je vais nommer les moments, les bons coups, on peut dire ça comme ça, du show. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Non. Mais pour l'ensemble de leur œuvre, Terry Wilson et Elizabeth. Le segment sur la route avec Buff Bagwell et Scott Steiner. Bret Hart contre Booker T. Les deux promos de Steiner puis le match contre Goldberg. Ouais. Chris Jericho puis Ralphus pour leur ensemble. Ouais, c'était pas mauvais. Et l'imitation de Ric Flair de Hulk Hogan. C'est vraiment les seuls bons moments. Puis j'ai vu que tu as roulé les yeux quand j'ai dit Elizabeth et Tori Wilson, mais c'est correct. C'est comme... Ah non, mais tu prends ce que tu as dans le show puis ben oui. tu le consommes. Ouais. Puis le truc à vidange, mais tout le reste était soit mauvais ou ben genre avait pas rapport. Fait que voilà. Ah, c'était comme quand tu joues à un jeu vidéo puis que tu essaies n'importe quoi puis tu fais une carte random quasiment des fois. Genre, ouais. Ouais. Fait que voilà, fait que. Désolé. J'ai dit les moments forts que j'ai dit, là. Il n'y a rien là-dedans que je vous dirais d'aller voir absolument, là. Non. Rien pantoute. Non. Peut-être Nash Mysterio pour le moment, là, mais sinon. Non, absolument rien. On vous déconseille le show si vous avez pas beaucoup de temps, même si vous avez du temps, à moins que vous soyez comme je vous disais au début. Le seul temps que je vous dirais que vous pouvez l'écouter, si, mettons, exemple, vous voulez tout écouter les Nitro au grand complet, là. Skippez-les pas pour autant. Écoutez, si vous voulez écouter les Nitro, écoutez celui-là aussi, là. Mais à part cette situation-là, non. Mais tu sais, si vous êtes fan du podcast et que vous voulez faire comme nous autres, mettons, vous aimez nos reviews, puis vous faites comme, hey, les gars, c'est intéressant de quoi ils parlent, nanana, puis qu'on veut le voir, le show, on veut voir si on est d'accord avec eux autres, ben, allez le voir parce que ça vaut la peine. Mais des fois, ce que je fais quand j'écoute, mettons, je sais qu'un podcast va parler de tel sujet, mettons, là. Tu écoutes le show.
J'ai pas tout le temps, évidemment, mais des fois, j'essaie d'écouter le show, voir que, tu sais, pour faire une opinion moi-même avant que la personne le dise pour moi, là. Ouais. Parce que si, mettons, le show est pas bon, puis on me le dit, je n'irai pas le regarder, tandis que si le show, je sais pas qu'il sera pas bon, mais je le découvre par moi-même. Des fois, je trouve ça plus hot, là. Puis c'est drôle parce qu'on s'astine souvent. Je te dirais 80% du temps, c'est vraiment pas kayfabe. Il y a toujours un 20% qu'on exagère un peu, mais c'est rare quand même. Mais niveau lutte, on est toujours proche pour vrai. Mettons, quand on écoute un show, c'est bien rare qu'on est vraiment loin de un de l'autre. Soit la note, soit la meilleure affaire qu'on a vue. Tu sais, on est quand même proche. Là. On a des yeux quand même pour voir comme du monde. Ça. Mais beau pas la même affaire le 3/4 du temps, mais tu sais, il y a des pichottes plus vrai que d'autres. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Voilà. Dans le rétroviseur, le 299e podcast. Wow! T'es excité. Ouais, je vois ça. J'aime ça tourner des podcasts de bonne heure puis d'avoir le reste de ma soirée après. Ouais, c'est sûr. Quand ça donne, c'est vraiment le fun. On peut pas tout le temps faire ça non plus, malheureusement. C'est dommage. Ce serait le fun de juste pas travailler pour faire juste ça. Imagine, être payé pour faire ça, ce serait malade, hein? Fait que si quelqu'un nous écoute... qui peut nous payer pour ça, ben on écoute. Ouais, exact. Voilà, on va vous parler rapidement des prochains rendez-vous. Fait que Marco, je mets l'image à l'écran puis tu parles pour les chaises pliantes. Les chaises, ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est bon. Cette semaine, j'avais une coupe de bons calls. C'est dégueulasse. Les chaises pliantes. Fait que mes belles chaises pliantes cette semaine, ben, ce qui s'en vient, c'est dimanche, l'émission spéciale, le podcast spécial, l'épisode 300 d'un podcast live qu'on a fait en direct du Melrose à Montréal avec, en collaboration, la LWA. C'est les Nasty Boys en entrevue. Donc, on a passé une soirée ensemble avec les Nasty Boys et évidemment, en première partie, Bertrand Hébert. Donc, une double entrevue. On en a peut-être pour 1h05 d'entrevue total. Donc, un podcast vraiment pas manqué avec un Q&A puis ben du beau monde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Les histoires des Nasty Boys sont vraiment intéressante. Je connaissais les gars, on avait fait la biographie, mais de savoir des affaires comme qui parlaient de Cody Rhodes, ils parlent beaucoup de Cody Rhodes, on parlait de Dwayne Johnson aussi. C'est des affaires super intéressantes que moi, personnellement, je ne savais pas. Fait que les écouter parler, c'était vraiment le fun. Même une histoire nichée d'un match qu'il avait fait contre les Edgebrinkers à Raw, genre, parce qu'il parlait du Snowstorm puis qu'il avait busté le gars avec un sac de popcorn. C'était malade. C'est vraiment... Mais ça, c'est pour vrai... Avoir une expérience comme ça, que tu sois fan ou moins fan, quand tu vois que ces gars-là, tout ce qu'ils ont fait de leur parcours, qu'ils écoutaient à la télé, c'est impressionnant, honnêtement. C'est vraiment impressionnant. C'est le fun. Ouais. Fait que manquez pas ça très, très bientôt. Après ça, on a ça, mon ami. Oui, le dimanche d'après, évidemment. In Your House 2, Lumberjack, on en a parlé tantôt. Évidemment, les débuts de With My Baby Tonight avec Jeff Jarrett, le Rudy. Écoute, Rudy, puis Roddy, je le dis comme ça? Non, tu l'as dit comme faux. Je sais Rudy. pas. Ouais. Parfait. Rudy, Jeff Jarrett, qu'on voit souvent dans le show, évidemment, c'est leur soirée parce qu'on est en direct du Tennessee. Et évidemment, le combat de championnat, l'intercontinental de Jeff Jarrett va être défendu contre le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Donc, tout qu'un gars-là, j'ai eu beaucoup de sourires et de plaisir. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Ouais, disons que ça va être plus le fun que le show qu'on vient de faire aujourd'hui. Ouais, exact. Et pour une autre biographie à la fin du mois d'août, ben, vous connaissez l'historique du podcast, vous connaissez du mois de mai, ouais, j'ai dit mois d'août parce que tu me parlais du mois d'août tantôt. Ouais. Du mois de mai, évidemment, une biographie de quelqu'un que vous avez souvent entendu parler au podcast, et si vous vous rendez jusqu'à la fin, les 2-3, ça finit toujours comme ça. Évidemment, biographie de El Matador Tito Santana au podcast. Donc, une troisième biographie en un peu de temps. Puis tout à l'heure, là, on parlait du 80s Wrestling Con là, qui va avoir lieu l'année prochaine à Gatineau. Mais ça serait pas pire en crise. Ça, je marquerais en esti. Ouais, mais il savait pas retirer ces affaires-là, lui? Non, il était là à WrestleCon, il était là. Ah, c'est vrai, t'as raison. Fait que, ouais, il était là, mais on l'a pas vu. Il était là. Mais il était juste pas là la journée qu'on est allé, sûrement. Ben, l'heure qu'on était là. Ouais, l'heure qu'on est là, ouais, c'est ça. OK. Ben, Tito Santana, il y a des noms. Moi, je pense que je vais texter le gars. Ben ouais, t'écris Tommy Fierro. Je sais qu'à un moment donné. Il va montrer la photo que la belle, il va capoter. Ouais. Un moment donné, il va-tu être là, ce gars-là, à Wrestling Con?
Mais le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire avec Bret Hart qui fait un clin d'œil. Là, puis j'ai écrit « Ah, ce serait cool qu'il serait là. » J'ai juste écrit ça de même pour le fun. Là. Je pense pas que ça arrive. Là. Non, je pense pas que ça arrive, là, mais regarde. Ben, c'est jamais. Des fois, pas CWC, BCA puis GPW, des fois, ils nous surprennent. Donc, on sait jamais. Mais honnêtement, si tu veux frapper un coup de circuit avec un Wrestling Con au Canada, il te faut un gros nom. Il faut un gros nom canadien. Ouais, c'est sûr. Puis qui a comme gros nom canadien à part Bret Hart, mettons? Puis les Rougeaux. On les a vus, tu sais, les Rougeaux, c'est facile de les avoir au Québec. Là. Les années 80 aussi, il ne faut pas oublier. Là. C'est ça, qui? Mais les Rougeaux vont être. Raymond va être là, c'est sûr. S'ils peuvent sortir Rick Martel, peut-être. Rick Martel serait débile. Ouais, ça serait fou. Beaucoup de respect pour le modèle. Mais bon, on spécule, là, mais ça va être le fun de voir les prochains mois qui va avoir. Là. Mais, bien hâte. On jase, là. Tu mets Rick Martel puis Bret Hart, mettons. Là. Juste eux autres. Là. Ben oui. Juste ça, là. Le reste, on s'en calisse. Pas qu'on s'en calisse, mais Rick Martel puis Bret Hart, là, mettons. Là. Ben ouais, non, ça serait vrai, là. le marquee name sur le poster, ça serait parfait. Ce serait fou. Ouais. Mais en même temps, c'est pas nous autres qui book, fait qu'on peut pas. C'est juste des souhaits de fans qu'on a en ce moment. Fait que voilà, messieurs, manquez pas ça, évidemment, en 2025, au Slamshot Poppy, Ace Wrestling Con et Guerre Civile aussi. Parlant de Guerre Civile, n'oubliez pas, c'est le 15 juin du côté de Gatineau. On va être là comme commentateur principal de la soirée et sur le floor en plus, ça va être. C'est pas vrai, j'ai un petit peu des frissons en pensant à ça. Ça en vient, là. C'est pas rien, là. C'est commenter des shows, c'est quelque chose. Commenter des shows dans un aréna en ayant la place peut-être d'un Michael Cole, de Jerry Lawler, Jim Ross, tous ces gars-là qui ont fait Pat McAfee, Jesse the Body, Vince McMahon, tous ceux qui ont été proches de l'action comme ça, d'être là et de commenter, c'est quelque chose. Mais en plus d'avoir un gala, il va y avoir Tugboat puis Million Dollar Man, Ted DiBiase qui vont avoir une partie dans le show. Fait que dans le show, c'est quasiment sûr qu'on va entendre la chanson de Ted DiBiase pendant qu'on va être à la table des commentateurs. Moi, pour vrai, juste ça, là, c'est une chose en crise. Tu vas être debout pour ce segment-là, ça, c'est sûr. Ben oui, moi, être comme Pat McAfee quand Jey Uso arrive. Ouais, ben ouais, tu pourrais le pire. Ouais, je pourrais. Hey, il faudrait une veste spéciale pour ce show-là. Il faudrait de quoi de spécial? Il faudrait une veste comme DiBiase, mais avec le logo GPW à la place. Ouais, ou un chandail ou quelque chose. Attends, je reviens là-dessus. Ok, parfait, parce que là, on a fini le podcast, ça ne revient pas dans. Ok, je reviens, ça sera pas long. Okay. Fait que voilà. Ouais, fait que c'est ça. Puis manquez pas à travers la table à partir de jeudi prochain, 20h30 en direct pour la lutte québécoise et aussi la lutte moderne. On va vous parler de plein de trucs, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis s'il y a des nouvelles qui vont se rajouter en même temps, ben c'est ça. Yes, sir. Puis samedi, Buckingham, on est là aussi. Il y a un gala Apocalypse. Donc, venez nous voir du côté de Buckingham, Gatineau pour la GPW. On va être présents. On n'a même pas le temps de respirer, nous autres, quasiment. Ben, pour vrai, moi, j'ai beaucoup allégé mon horaire pour reprendre des forces parce que je suis en entraînement intensif, mon cher. Ouais, tu es en train de manger une volée de Jason Gray. Et tu vas voir que le guerrier. Puis. Il va falloir qu'elle se fasse guérir. Évidemment, j'ai pas pris de bump encore parce que ma plus grosse crainte, c'est les bumps parce que j'ai fait des commotions. Fait que c'est là que j'ai peur. La dernière fois que je m'étais entraîné avec Dave, c'était là que ça avait un peu clashé. Mais si je suis capable de passer ce truc-là, je vous le dis, j'ai des méchantes belles surprises. All right. Yes, sir! On va voir ça rendu là. Fait que merci pour le podcast. Merci d'avoir choisi ce beau show-là qui était excellent du début jusqu'à la fin. J'en redemande encore. Yeah. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Manquez pas les prochains rendez-vous, bien sûr. Mais surtout, 2 choses. Go Canucks Go. On lâche pas. On va les avoir les Oilers. Puis dernièrement, pour terminer le podcast, messieurs, n'oubliez surtout pas. Arriba!